Bonsoir, merci de vous être déplacés. Je salue aussi les internautes qui nous regardent ou bien en direct ou en différé via l'Internet, via notre site sur YouTube. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration et je vous présente comme à l'habitude les gens qui m'accompagnent. Au bout de la table, Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun, n'est pas avec nous ce soir. M. Ed Janiszewski, maire de Delors-des-Ormeaux. M. Francisco Miele, conseiller de ville d'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. M. Luc Tremblay, directeur exécutif Finances et Contrôle, qui remplace M. Carl Desrosiers, qui participe à un événement, à un congrès de l'Union internationale des transports publics. Bonsoir, M. Tremblay. M. Marvin Rotran, vice-président du conseil et conseiller de ville dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir, M. Rotran. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Mme Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Bonsoir à tous. Alors, quelques nouvelles, quelques événements qui se sont déroulés au cours depuis le dernier mois. D'abord, vous avez certainement pris connaissance la semaine dernière de l'annonce qui a été faite de notre intention de reporter autour de 2036 le remplacement des voitures de métro MR73. Ce sont les voitures qui ont été reçues entre 1976 et 1980. Je pense que c'est important d'être très clair à ce sujet-là. Si on décide de reporter de 20 ans le remplacement, c'est parce que le MR73 est un train fiable qui peut très bien continuer à rouler pendant plusieurs années. Remplacer le MR73 ne serait pas faire un bon usage des fonds publics. Alors, nous ne prenons pas cette décision-là par nécessité parce que nous manquons d'argent. On prend cette décision-là parce que ce ne serait pas un investissement raisonnable à ce moment-ci. Si le MR73 n'était pas fiable, on aurait évidemment recommandé son remplacement. Il y a de plus en plus de sociétés de transport, d'ailleurs, à travers le monde qui suivent cette tendance. Même des sociétés de transport très riches qui pourraient remplacer leur train plus régulièrement décident de le garder quand le train est en bon état. C'est donc un investissement de 2,5 milliards qui est reporté. C'est beaucoup d'argent. Et évidemment, ce sont des économies importantes sur une longue période en termes d'argent remboursé puis de frais d'intérêt. Alors, au lieu de remplacer des trains qui roulent généralement bien, on va mettre de l'énergie à entretenir le réseau. Des trains de neuf, vous savez, c'est bien beau, mais ça ne sert pas à grand-chose s'ils sont arrêtés parce qu'il y a des problèmes liés au système électrique ou liés à une pompe qui ne fonctionne pas. Donc, on va mettre l'énergie du bon côté des choses. Le MR73 est un train fiable, mais quand même, il faut l'entretenir. En fait, on estime qu'il faudra y mettre une centaine de millions en entretien d'ici 20 ans, 108,2 millions pour être plus précis. Et on a annoncé également que d'ici 2036, évidemment, la croissance de l'achalandage va faire en sorte qu'il faudra ajouter des trains. On prévoit donc qu'il faudra dépenser d'ici 2036 autour de 480 millions pour ajouter des trains, au minimum 8 trains Azur, soit 72 voitures, et évidemment pour faire des travaux pour pouvoir garer ces voitures-là, parce qu'il faut évidemment stationner les voitures de métro au moment où on les utilise moins. Alors, rappelons que pour les contribuables québécois, c'est un scénario qui va permettre des économies de près de 500 millions sur 20 ans. Ça va aussi permettre à la STM de réduire les besoins d'investissement au cours des prochaines années en allégeant le service de la dette de 20 millions par année. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de maintenir pendant 20 ans les MR73. Maintenant, parlons de service à la clientèle. On vous disait le mois dernier que le taux de satisfaction de la clientèle était à 88 %. Bien, ajoutons qu'il y a un article qui a été publié dans le journal Les Affaires qui dévoilait aussi, au début du mois d'octobre, la liste des grandes entreprises québécoises championnes en service à la clientèle 360. Donc, c'est tous les points de contact avec le client qui ont été examinés. Ça s'appelle. Donc, on a vérifié l'emplacement commercial, les réseaux téléphoniques, les réseaux sociaux, l'Internet. Il y a seulement 3 entreprises qui ont obtenu un score parfait de 360 sur 360. C'était la mesure, donc 100 %. Il s'agit d'Aldo, de la SAQ et de la STM. Alors, évidemment, on est très content de cette reconnaissance et on est content de la partager avec vous, avec les employés aussi, aux employés qui contribuent évidemment quotidiennement à assurer ce lien-là avec la clientèle. Alors, bravo à tout le monde. Personnellement, j'ai poursuivi depuis la dernière rencontre nos visites dans les stations de métro les mardis en fin d'après-midi. Hier, j'étais à la station Henri Bourassa. C'est très intéressant, ces rencontres-là avec les gens. Les gens me parlent de choses très concrètes. On me parle de propreté, on me parle d'itinérance, des horaires d'autobus,
à la station La Salle. Il y a même un client qui nous a apporté une collection presque complète de cartes mensuelles depuis le début, depuis les années 80. Alors, c'est des rencontres très intéressantes. Mardi prochain, si jamais vous passez par là, je serai avec une petite équipe à la station Pire. Et d'ailleurs, si vous passez par Berry-UQAM, j'aimerais vous montrer une image que vous n'avez peut-être pas vue si vous ne prenez pas la ligne jaune. Vous savez qu'on profite des travaux sur la ligne jaune pour faire aussi des modifications à Berry-UQAM. Alors, les photos que vous allez voir, ça a été pris il y a quelques jours. C'est l'installation des nouveaux panneaux de céramique. Si on n'a pas la photo, bien, vous irez voir dans le tunnel, ça sera plus efficace. Des nouveaux panneaux de céramique qui vont remplacer les fameuses pastilles grises qui ont été enlevées. Donc, pour voir ça de plus près, vous rendez-vous vers la ligne jaune et vous allez voir dans un couloir qu'on a commencé à installer ces panneaux-là. Ça va vous donner une idée de l'allure qu'aura Berry-UQAM d'ici 2017 quand on aura fait l'installation finale de la station. Donc, c'est comme un petit voyage dans le temps. Vous allez voir de quoi aura l'air Berry-UQAM dans 3 ans. Un mot sur le Centre de transport Stinson qui a remporté 3 prix d'excellence. L'Institut canadien de la construction en acier a remis jeudi dernier donc 3 prix au Centre de transport Stinson qui se trouve dans l'arrondissement Saint-Laurent. On partage ces reconnaissances-là avec nos partenaires dans ce projet, soit Paquin-Saint-Jean et Associés, Lemay Associés et VET Dessin et aussi Pomerleau. Alors bravo à tout le monde qui ont contribué à ce projet très important pour nous. Et finalement, quand vous vous promenez dans le métro, vous voyez peut-être des nouvelles pastilles qui apparaissent depuis un petit bout de temps. Ce sont des pastilles il y en a une centaine de plaques d'identification. C'est pour identifier les œuvres d'art. Ça a été installé dans une quarantaine de stations de métro. On les voit, les œuvres, mais parfois, on a peut-être moins d'informations. Alors, à partir de maintenant, on peut avoir, évidemment, le nom de l'artiste. Vous voyez ici Frédéric Bach à la Place des Arts, mais aussi une description de l'œuvre et du contexte. Donc, on va installer ça éventuellement dans la plupart des stations. Il reste une dizaine d'œuvres à identifier dans des stations. La raison pour laquelle ce n'est pas fait encore, c'est qu'on est en train de faire des travaux dans ces stations-là. Donc, Berry-UQAM, Champ-de-Mars, McGill et L'Angelier. Mais dès que les travaux seront terminés, on pourra rajouter les pastilles. Alors, ça fait le tour des petites nouvelles. On va passer maintenant à la période des questions. J'invite M. Daniel Miville qui veut nous parler de déneigement. Faites bien d'en parler maintenant. Quelqu'un va venir baisser le micro. Bonsoir. Ma question est bien simple. C'est que je me demande si la STM peut porter plainte contre ma coopérative si ça arrive trop fréquemment que c'est mal dégagé. L'endroit d'embarquement et débarquement. Tu veux dire devant chez vous, par exemple, devant une résidence? Ou l'endroit où je débarque et embarque pour le transport adapté. Écoutez, je peux pas vous dire quel est le processus, là, M. Tremblay, non. Sinon, M. Gagnon peut peut-être nous dire quel est le processus dans la mesure où, si c'est mal déneigé, qui doit faire l'intervention? Oui, bonjour, M. Miville. Mario Gagnon, directeur du transport adapté. En fait, la réponse, c'est oui et non. Oui, dans le cas des endroits publics, on a toujours des chefs d'opération qui se promènent sur la route lorsqu'il y a tempête de neige pour être en mesure d'aller voir les lieux publics où il y a des gros générateurs de déplacement pour qu'on puisse effectivement voir l'état des lieux et on va appeler les instances lorsqu'il y a des difficultés, les hôpitaux ou quoi que ce soit. Il y a souvent nos chauffeurs de minibus aussi qui ont beaucoup d'expérience, qui vont nous appeler, vont nous relater certaines difficultés pour les lieux publics. Pour les coopératives ou les maisons, c'est la responsabilité du client de s'assurer que son endroit d'embarquement et débarquement est déneigé. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas faire l'ensemble de toute la ville de Montréal. Dans votre cas, malheureusement, c'est vous, avec votre coopérative, devez vous organiser pour avoir du déneigement. Malheureusement, c'est ça la réponse. Bien, je vous remercie de votre réponse. Merci, M. Miville. Maintenant, M. Yvon Provencher. Bonsoir, M. Provencher. Bonsoir, Monsieur le Président. Je vais me permettre une petite mise en contexte avant de vous poser ma question, sinon ma question n'a pas de sens. Le système d'annonce verbale des stations de métro à Montréal pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait d'identifier les stations, de pouvoir les identifier, ça facilite les déplacements. Ça nous sécurise aussi. Et en plus, c'est cohérent avec la politique d'accessibilité universelle de la STM et les plans d'action que la STM met en place pour
améliorer l'accessibilité universelle. À l'heure actuelle, il y a des lacunes quand même assez importantes dans le système d'annonce verbale. Il y a 3 cas de figure qui se présentent. Soit qu'il n'y a pas d'annonce du tout, soit qu'il y a une rupture d'annonce, c'est-à-dire qu'on prend le métro, on a 2, 3 annonces, par la suite, il y a un bout de station où il n'y a plus d'annonce et ça reprend un peu plus loin. Et le 3e cas de figure, celui-là, c'est le pire. C'est une station qui est identifiée, mais incorrectement. Vous y avez fait référence tout à l'heure. La STM reporte le remplacement de ces MR73 à 2036. On peut penser que les difficultés qu'on a actuellement dans le système d'annonce verbale, pas avec les nouvelles voitures, parce que ça devrait être réglé, mais celles qui vont rester en circulation, on peut penser que les difficultés qu'on constate actuellement risquent d'augmenter avec le temps, attribuables entre autres au vieillissement des équipements. Alors ma question que je vous pose ce soir, c'est est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que la STM va assurer aux personnes qui ont une déficience visuelle qui voyagent dans le métro un système d'annonce verbale fiable, et ce, jusqu'au remplacement complet des MR73. Écoutez, j'ai remarqué moi aussi depuis quelque temps, il y a des moments où l'annonce ne se fait plus. Il y a une explication, je crois, M. Poisson, qui est le nouveau directeur exécutif du métro, pourrait peut-être nous éclairer là-dessus. Bonsoir, M. Provencher. André Poisson, directeur exécutif métro. Vous avez totalement raison. Plus vrai, par contre, sur la ligne verte que sur la ligne orange. Il faut comprendre qu'à peu près une dizaine d'années sur la ligne verte, il n'y avait pas d'annonce des stations. On demandait à nos opérateurs et c'était extrêmement difficile d'avoir de la rigueur à ce niveau-là. On a fait des modifications sur le train, à la limite des technologies, ce que ça nous permet de faire avec le train du MR63. Pour le MR73, il peut y avoir des problèmes techniques. C'est beaucoup plus fiable comme système. Il s'agit qu'on soit conscient de problématiques pour régler le problème. Puis soyez assurés que si on maintient le matériel roulant pour les 20 prochaines années, on va maintenir les systèmes qui sont actuellement à bord du matériel roulant. OK. Vous avez une autre question? C'est-à-dire qu'on va espérer que dans 20 ans d'ici, on ne fera pas juste assurer que le fonctionnement mécanique de ces voitures-là va être assuré, mais parce que vous comprenez que le système d'annonce verbale, pour nous, là, c'est la différence entre descendre à la bonne station ou la mauvaise station, puis ça, avec tout ce que ça peut impliquer comme complications dans les déplacements. Alors, on va assurer, nous, une vigilance de notre côté pour s'assurer que le système fonctionne bien correctement. Mais vous comprenez notre préoccupation. Sur 20 ans, si on regarde comment ça fonctionne actuellement, on n'est pas sûr que dans 20 ans, ça va être aussi solide que ça l'est maintenant. Alors, merci. Merci de votre commentaire. Monsieur Pierre Lachapelle, qui veut nous parler du terminus Henri Bourassa. Monsieur Lachapelle? Oui, me voici. Vous m'avez remis le petit dessin. Monsieur. Bon, n'en jetez plus. La cour est déjà pleine. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de venir vous sensibiliser. En tous les cas, c'est l'objet de ma démarche ce soir. Monsieur le Président, je vous ai remis un croquis. Je vous demande d'être indulgent. Ce n'est pas à l'échelle, mais ça représente à peu près, là, vu du haut des airs, l'occupation du sol par le terminus Henri Bourassa, qui est dans le parc immobilier de la STM un des beaux équipements, et c'est le fruit du travail de la STM dans les années 90. Je viens à cette période-ci de l'année pour sensibiliser les membres de votre équipe et les gens qui sont gestionnaires de tout le réseau, et plus particulièrement du réseau de surface, aux conditions hivernales sur la base de l'expérience des années passées, mais celle qui est la plus proche, c'est l'expérience de l'hiver dernier. Alors, j'ai noté un certain nombre de points. Bon, le terminus est au coin de la Jeunesse et Henri Bourassa Est. Il y a la rue Mélune, là, qui est un peu sur la droite, là, que je n'ai pas identifiée, mais qui est au nord d'Henri Bourassa. Alors, le premier point qui pose difficulté l'hiver, c'est le point 1 sur le croquis que je vous ai donné. Dans les opérations de déneigement, la neige est repoussée vers le poste d'attente, mais encombre le trottoir qui permet aux usagers qui proviennent de l'est du terminus d'accéder de façon sécuritaire au quai. Et c'est comme ça là, pendant tout l'hiver. Ça finit par se dégager. Alors, les usagers doivent donc circuler sur la voie de circulation des autobus. On sait que c'est incompatible. Le numéro 2, c'est le fait aussi, on a tous le même problème, où mettons la neige. Alors, la neige, dans certains cas, est déversée dans le parc.
Le parc Annecy, c'est un vieux voisin dans le quartier Annecy. Et le métro est arrivé après le parc. Et moi, je trouve que ce n'est pas intéressant comme contribuable que de la neige chouillée soit déversée, même si c'est à la limite du parc, c'est dans le parc. Je sais que les choses ne sont pas simples au niveau municipal, mais juste au nord, là, je vous ai écrit CAN, ça c'est pour chute à neige. C'est une chute à neige à l'égout collecteur de la Ville de Montréal. Je suis toujours, comment je pourrais dire ça, intrigué du fait que la STM n'aille pas déverser la neige juste à côté. Le point 3, c'est un des accès au terminus. C'est un bâtiment qui est fermé, qui est moderne, qui met les usagers à l'abri des intempéries. Et il y a un problème d'écoulement d'eau à cet endroit-là. Alors l'été, quand on sort du terminus, on patauge dans quelques centimètres d'eau. Et vous pouvez imaginer que l'hiver, c'est de la glace. Et quand il neige pendant la nuit, la glace devient invisible, puis on peut se casser le cou. Et c'est mal dégagé, c'est mal déneigé. En tout cas, je dirais que je reste largement sur mon appétit quand j'accède au métro par ce point-là. Et je ne suis pas le seul, parce que vous voyez, il y a comme une tangente là, qui s'en va vers le bas de la page. C'est un sentier du parc Annecy. Et tous les gens qui sont à l'est de Saint-Hubert, puis au sud d'Henri Bourassa, il y en a beaucoup qui marchent jusqu'au métro et qui doivent emprunter ce point-là qui est identifié sur le croquis. Ça pose problème 12 mois par année. Donc oui. Bon, quand il pleut. Si on a un été de sécheresse, il n'y aura pas de problème, mais il y a un problème d'écoulement d'eau à cet endroit-là. Le point 4, c'est un long trottoir qui rejoint la rue La Jeunesse, qui dessert une sortie de secours, en fait, qui est un édicule qui a été construit au moment de l'adaptation de la station pour les personnes à mobilité réduite. Alors, il y a des ascenseurs et ça devenait un cul-de-sac. Donc, il y a eu un édicule qui empiète dans le parc. Il y a eu tous les aménagements réglementaires d'effectuer. Mais ce long trottoir-là, il est abandonné. Alors, c'est une vraie patinoire, mais c'est un trottoir qui est très utilisé, qui est très pratique. Ça aussi, c'est abandonné pendant l'hiver, c'est négligé. Le point 5, alors ça, c'est le quai nord, c'est un quai de débarquement. Ce qui fait une des particularités de ce terminus-là, c'est qu'il n'y a pas de conflit entre les gens qui descendent puis qui montent dans l'autobus. Au terminus Henri Bourassa, il y a un quai uniquement pour le débarquement. Et vos collègues gestionnaires pourraient donner des chiffres. Il y a au moins 7 à 8 circuits d'autobus qui se rabattent à Henri Bourassa. J'ai déjà entendu le chiffre de 50 000, mais c'est peut-être moi, là, en rêvant, qui a grossi le chiffre. Mais il y a plusieurs milliers d'usagers qui passent là tous les jours. Ça monte vite, vous savez. Oui. Alors, ce qui est là, il est ouvert sur deux faces, sur la face sud-est. Et le mauvais temps vient toujours de l'est. Alors, il y a toujours de la neige qui va à l'extrémité est de cet endroit-là s'accumuler. Ça aussi, c'est négligé. Et il y a une grande pastille, exactement où est le chiffre 5, qui, pour des fins de sécurité, il y a quelques années, a été clôturée. La STM a jugé bon, pour éviter les passages intempestifs dans les aires de circulation d'autobus, d'installer des garde-fous, on va dire ça comme ça. Mais ça rend le déneigement très compliqué. Et je n'irai pas plus loin dans la micro-gestion, mais l'hiver dernier, ce que j'ai vu, c'est qu'on utilisait une rétrocaveuse pour déneiger. Mais pour déneiger des quais, où il y a parfois des accumulations de glace, puis déneiger cet endroit-là, je dirais que ce n'est pas génial. Et le dernier point, c'est le point 6. Entre le quai de débarquement et le trottoir sud d'Henri Bourassa, où se trouve l'arrêt du 69 en direction est, il y a un peu comme un passage de souris. Mais c'est un passage de souris parce qu'il y a aussi là, des équipements pour mettre au bord de la rue les déchets qui sont extraits de la station de métro. Alors, cet endroit-là, c'est des pains de glace et c'est passablement négligé. J'ai oublié un point à l'élément 3, à la pastille 3. Il y a aussi une défectuosité d'éclairage depuis plus de 12 mois. Il y a des lanternes qui n'ont pas été remplacées. J'ai croisé un chef d'opération au mois de juillet dernier. Je lui ai adressé la parole, toujours gentiment. J'ai dit, monsieur le chef d'opération, vous voyez là, quand on sort ici de nuit, c'est un trou noir. Il a pris le téléphone, il a fait une démarche, mais on est rendu au mois de novembre, il ne s'est rien passé. Bon. Voilà. Écoutez, vous faites une description, en tout cas un diagnostic de ce que vous constatez. Donc, là, je le reçois. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le transmettre aux services qui s'occupent de tout ça, qui vont nous expliquer quelle est la procédure, qui nous expliqueront aussi quel est leur diagnostic à eux de la situation. Et on pourra à la fois communiquer avec vous et évidemment, quand on le fait dans cette démarche-là, nous aussi, là, les membres du conseil d'administration
sont informés de la réponse qui aura été donnée. Puis vous avez mes coordonnées, alors On je a suis vos tout à fait coordonnées, disponible puis, pour discuter et regarder ça avec les Je gens. souhaiter qu'il ne neige pas trop avant le mois de janvier. Moi, Comme j'ai ça, rien ça contre nous la donnera neige, le mais il temps faut de s'en ré- occuper. réagir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Maintenant, M. Gilbert Bauer. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Longtemps qu'on Président, vous a bonsoir, vu. Monsieur le Directeur, bonsoir, messieurs, dames. Oui, j'ai 2 points à soulever ce soir. Allez-y. C'est au niveau des modes de paiement et puis les aménagements aux abords des métros. Au niveau des modes de paiement, on est en plein bouleversement technologique. On veut donner l'occasion aux gens de payer par le cellulaire, puis payer à distance et tout ça. Est-ce que pouvez-nous nous garantir ce soir, pouvez-vous nous prendre un engagement ce soir pour garantir aux usagers qui ne veulent pas utiliser ces modes de paiement électroniques-là, qui n'en souhaitent pas de ces modes de paiement électroniques, qui peuvent continuer à utiliser, à pouvoir payer leur carte à la caisse du changeur en argent liquide. Est-ce que pouvez-nous garantir ça ce soir, pour l'éternité, on puisse encore Voilà. payer en argent liquide à Vous l'avenir? étiez bien parti, mais là, vous allez vérifier l'éternité, fait que c'était un peu plus Ben, difficile c'est pour ça. moi de Ben, m'engager. pour moi, l'éternité, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'autres, qu'on Ben, pourra regarde, vous toujours payer à n'importe quelle heure de la journée, parce que là, on veut sortir les Ben, changeurs. ça, je peux vous garantir qu'à 3 heures du matin, vous ne pouvez pas payer dans une loge de changeur. Non, mais, non, mais durant Et la journée, durant la les heures journée, les heures d'ouverture d'ouverture. normales de 5 heures du D'accord. matin à 1 heure de lendemain Je ne peux pas matin. m'engager pour l'éternité parce que quelqu'un nous aurait dit il y a 20 ans qu'un jour, on lirait nos journaux sur un téléphone comme ça, personne ne les aurait cru en disant que ça n'avait pas de bon sens, que personne ne voudrait faire ça. À Londres, par exemple, on ne peut plus payer comptant dans les autobus. Oui, mais il ne faut pas suivre Diffusion. l'exemple de Londres. Ce n'est pas un bon Non, mais ce exemple. que je veux On juste vous est à dire, c'est Montréal, on qu'il y a n'est des pas à endroits- Londres. Là. Il y a des endroits où ça évolue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun projet pour le moment de notre part d'éliminer le paiement comptant, que ce soit... Mais ça se discute dans les érails, dans les coulisses, par exemple. Et puis des fois, il y Ben, a en des tout petits cas, articles ça qui se sortent dans les discute. journaux, là. Si ça se discute, c'est pas venu à nos oreilles encore, puis je dois vous dire qu'il n'y a pas de projet en ce sens-là pour le moment. C'est-à-dire, pour le moment, ça veut dire quoi? Donc, Ben, ça veut dire c'est que- pour le ben, pour moment, le pour les moment. 6 mois, 1 an, 10 ans, ou pour les 30, 40 années à venir, on Il n'y a pas de pourra projet, encore payer en il y a pas de argent projet de ce liquide à la côté-là, caisse puis il du n'y a pas changeur. d'intention d'avoir un projet, puis il n'y a personne qui réfléchit dans cette direction-là pour le moment. Je ne peux pas vous dire ce que ce sera dans 20 ans, mais je vous dis que pour le moment, ce n'est pas la situation. Mais ça sera pas, on n'arrivera pas avec ça dans 1 an ou 2. Là. Il n'y a Donc, pas vous pouvez de me- réflexion là-dessus. Donc, vous à pouvez court me terme. confirmer ce soir que d'aujourd'hui et puis dans 20 ans, on peut encore payer Ben, comptant je- à la je- caisse Je du ne vais pas changeur. jusqu'à 20 ans, mais je peux vous dire que ce n'est pas pour l'instant. OK. Vous avez une question aussi sur les aménagements. Oui, les aménagements, oui, parce que là, il y a une tendance actuelle, je remarque ça un peu partout. Après Papineau, le métro, comment ça s'appelle déjà? Dans quelle direction? Frontenac? Frontenac, c'est Oui. ça. Métro Frontenac, métro Sauvé, là, on parle du métro Beaubien. On est en pleine période, là, depuis mandat après mandat, depuis une vingtaine d'années. On est en période de restrictions budgétaires, de coupures budgétaires, de budget d'austérité. Et puis là, on veut nous faire des aménagements que je trouve inutiles, que je trouve absolument aberrants, parce que ça fait 40-50 ans que ça marchait très bien comme c'était. Aux alentours du métro, élargir les trottoirs, donc supprimer des places de stationnement, supprimer Ça, des c'est voies pas de nous qui circulation. faisons ça, là, c'est la ville ou les arrondissements. Oui, mais vous faites tous partie, vous êtes tous membres d'un conseil Ben non, d'arrondissement pas quelque tous. part, tous les D'un, membres, pas aussi. tous, et de deux, Monsieur est maire de... Oui, de- mais- de- je peux m'adresser à monsieur le maire? vous pourrez aller lui en parler dans la... Pour aller en En parler. période de restriction budgétaire, cette... Mais là, comme c'est pas une question qui relève Non, de mais nous, c'est ça. donc on prend ça en note, les élus pourront le prendre C'est en note. et- un gaspillage de fonds publics, ces aménagements. On n'en a pas besoin. Ça marche très bien D'accord. depuis 50 ans. Pas besoin d'élargir les trottoirs, de supprimer des voies de circulation, de supprimer des places de stationnement. Ben, écoutez, Payer on des prend ça, centaines de millions, là, pour les ça. élus qui sont ici entendent, ils pourront transmettre ça Voilà. à leurs collègues. Je vous remercie. Parce que là, Bonsoir. les automobilistes, Oui, ben, c'est juste Le idéologique. message a été créer des entendu, mais vous entraves n'êtes à pas la au bon endroit circulation pour le automobile. passer. Alors, merci. Merci, Bonne bonsoir. soirée. Madame Hélène Kaufmann. Bonsoir. Pardonnez-moi, mais je parle jamais avec le micro, ça fait que je ne sais pas quoi faire Eh, avec. Vous le faites déjà très bien. C'est naturel.
Allez-y. OK. Moi, je suis ici pour vous parler de l'autobus 119. J'ai demandé une autre fois, ça fait une couple d'années passées, puis jamais rien n'est arrivé encore. Mais ce que je veux savoir, c'est le 119. La dernière autobus, c'est 1 minute avant 8 heures le soir. 1 minute avant 8 heures. Est-ce que c'est possible de l'allonger pour 2 heures en surplus chaque nuit? 2 heures de plus. Je vais laisser M. Ratran répondre. M. Ratran, responsable du service à la clientèle. Madame Kaufman, personnellement, je ne suis pas sûr que votre français est assez bon, Madame Kaufman. C'est la première fois qu'on a une conversation dans la langue de Molière. Vous avez fait cette requête il y a quelques années. Oui. Et le STM a analysé la plage horaire et a décidé de ne pas le faire à cause d'un manque d'achalandage potentiel pour l'extension de cet autobus. C'est une partie de le réseau local. La dernière départ en direction sud de Ville-Montréal vers Côte-des-Neiges est 19h30. Ça arrive chez vous, dernier arrêt sur la ligne à 19h59. Donc, je comprends pour les gens qui habitent un coin à 2 coins à l'ouest de Côte-des-Neiges, comme vous, dans les bâtiments où il y a beaucoup de gens âgés, il n'y a pas grand alternative sur le transport en commun. Mais la situation à la STM est la suivante. Notre budget est très, très mince, et on travaille dans l'optique de maximiser le service et de garder les tarifs abordables. C'est-à-dire, si on avait l'argent illimité et des tarifs qui produisent encore plus d'argent, peut-être on peut ajouter des services ici et là-bas. Pendant quelques années, le gouvernement du Québec a appuyé une augmentation du service d'autobus et on a créé le 10 minutes max et on a effectivement augmenté le service d'autobus par 21% jusqu'à 2011. Mais ce programme n'est pas repris. Si le gouvernement ajoute l'argent, ça va certainement nous aider avec la possibilité de peut-être élargir un peu la plage horaire. La seule chose que je peux vous dire ce soir, je m'engage de mettre ça sur l'ordre du jour de la comité que je gère à la STM. Je ne fais pas promesse, Merci. mais on va analyser encore le ridership potentiel, l'achalandage potentiel pour voir si des ajustements sont mérités. Le 119, c'est loin d'être une des autobus les plus fortes cherchées par la clientèle, mais je comprends chaque ligne a des personnes qui ont vraiment besoin de ce service. OK. Puis, il y en a d'autres choses, aussi le 119. Il y en a plusieurs chauffeurs qui ont peur de descendre la petite côte juste à côté de Isabella pour le descendre, parce qu'il y a toujours des voitures qui sont stationnées pour la nuit devant. Et puis, il y en a pas des autobus, des autos. Et puis, quand il fait le tour à droite, il peut accrocher dans l'hiver. Il peut accrocher la voiture qui est stationnée là, au coin. En plus, c'est pas mal glissant. Juste pour comprendre ce coin, Isabella et Legary? No, Isabella and Lavoie. Lavoie, OK. Yeah. OK. Et ce que vous proposez est de peut-être Pour changer retirer la route. enlever un espace de stationnement? Non. Non? Non, pour changer la route. La dernière arrêt avant de Isabella et Lacombe, il y en a un arrêt là, au coin de Jean-Briand et Legary. Et puis, suite après ça, la prochaine, c'est nous autres, comme moi. OK? Mais, si on peut faire la route comme ça, pour descendre suite à Isabella, ça va éviter le coin qui ont peur, les chauffeurs qui ont peur de descendre. Ça va éviter ça. En plus, on descend direct comme ça. Okay. On va mettre ça dans la même étude, devant la même comité, au même temps, pour qu'on puisse répondre à les deux questions. La réponse peut être non et non, oui et oui, oui et non, non, oui. Alors, on communiquera avec vous quand on aura terminé cette étude-là. Oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va passer. Merci pour être beaucoup. ici ce soir, madame. Merci bien. Maintenant, Mme Barbara Skop. Je prononce bien? Skop.
Vous voulez nous parler du bus 24 et 747. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Le bus 24. Je demeure sur la rue Sherbrooke et c'est le bus 24. Le bus 24 est particulier, peut-être pas tellement particulier parce qu'il y en a d'autres bus qui sont aussi. Il arrive soit avec 2-3 minutes trop tôt, ou il arrive tel qu'indiqué selon l'horaire du planibus, ou bien il arrive avec quelques minutes de retard, et souvent, ça arrive que c'est 10 ou 15 minutes de retard. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je veux reporter à samedi dernier. J'étais, parce que pour revenir de métro Villa-Maria, il a été dérouté. D'habitude, il descend boulevard des Carrés. Maintenant, c'est Girouard. J'étais au coin de Girouard et Côte-Saint-Antoine. C'était 10h30 du soir. Et j'attendais. J'ai vérifié à quelle heure il venait. Il devait passer vers 10h57. Il n'est jamais venu. Donc, il n'y a pas d'arrêt après ça, avant Claremont, dans le Westmount. Alors, j'ai marché jusqu'à Claremont. Il faisait froid cette soirée-là. Puis, le prochain autobus que j'ai demandé, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes celui de 10h57 ou vous êtes le 11h25 ou je ne sais pas quoi? Il m'a dit, bon, moi, je ne sais pas, madame. C'est la réponse typique des chauffeurs d'autobus. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, le 747, je viens de le prendre ce soir pour venir ici. Il passe sur René Lévesque. Et il y a un arrêt à Beaver Hall. Peut-être, je pourrais faire une suggestion, peut-être. Ce serait bon que le chauffeur, peut-être, annonce les arrêts. Parce que moi, je ne savais pas qu'il n'y en avait pas à l'université. Et aussi le fait que c'est une artère principale. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas. Il y en a seulement à Mansfield. Donc, j'ai dû attendre pour descendre jusqu'à Mansfield. Et puis, je me dis, les gens qui prennent le 747, c'est des gens avec des bagages et ils vont à l'aéroport et tout ça. Peut-être ce serait bon qu'il y ait un arrêt à l'université et puis que le chauffeur aussi annonce les arrêts d'avance pour qu'on le sache. Bon, il y a quelques réponses. D'abord, la 24, vous comprenez que sur la rue Sherbrooke, entre Villa-Maria et l'est de la ville, là, le potentiel d'embouteillage est énorme. Ouais, Alors, c'est une des lignes longues comme ça. C'est extrêmement difficile de maintenir un horaire, surtout avec tous les travaux qui sont en cours. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la rue Sherbrooke dans l'est dernièrement. Juste traverser la rue Papineau, il faut s'armer de patience. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, l'autobus est pris dans le trafic. Alors, le chauffeur ne peut pas passer par-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut faire des voies réservées le plus possible pour que les autobus puissent circuler en dehors de la circulation. Ce serait bon, mais je parlais que même par le passé où il n'y avait pas de travaux, c'était pareil. Mais bon, vous savez qu'on a un système qui s'en vient en 2015, là, au cours de l'année, qui s'appelle IBUS, qui va faire en sorte que tous les autobus vont être géolocalisés. Et à ce moment-là, ou bien avec un téléphone intelligent ou en téléphonant au service, au numéro que vous pouvez appeler pour avoir les horaires d'autobus, on va vous donner l'heure de passage réelle de l'autobus. Si on dit 10h33, c'est parce que l'autobus va passer à 10h33 parce que le système le voit s'en venir. Donc là, c'est sûr que ça ne réglera pas les autobus pris dans les embouteillages, mais au moins vous pourrez mieux planifier votre déplacement avant de sortir de chez vous. Vérifier si l'autobus s'en vient, si l'autobus est passé. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Je l'ai-tu manqué ou... Non, c'est ça. Il est en retard, il est en avance. Alors, avec IBUS, on va le savoir si l'autobus est passé. S'il est passé, on pourra prendre le prochain. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup améliorer. Ça va s'implanter graduellement en 2015. Ça ne sera pas tout de suite le 1er janvier. Disons plutôt début 2016 avant de dire que ça va être opérationnel pour tout le monde. Pour ce qui est de la 747, on peut voir peut-être, revoir à la lumière de votre observation et réexaminer cette question-là. Évidemment, c'est une ligne qui est destinée d'abord aux touristes et qui est aussi parfois utilisée par des travailleurs à l'aéroport. Des travailleurs, non, mais aussi par les gens qui s'en servent pour faire un déplacement local, si on peut dire. Exactement, parce que sur René Lévesque, le 150, par exemple, hors des heures après 5h30, il n'y a pas de service et le matin, il n'y en a pas, donc on se sert du 747. Mais les arrêts du 747 ont d'abord été conçus en fonction du touriste et moins en fonction du client local. Je comprends, mais peut-être on pourrait... Mais j'aimerais juste mieux comprendre.
Tom, parce qu'il y a une arrête à René Lévesque et place de Frère André, Beaver Hall. Beaver Hall. Et la prochaine est à Mansfield. Mansfield, c'est pas tel? à Mansfield. Et puis à Peel. Ce semble que les distances entre les arrêts ne sont pas très, très longues. C'est juste pour saisir votre observation, vous pensez qu'il y a un arrêt nécessaire entre Frère André et Mansfield? Mais moi, je verrais un arrêt sur Université, parce que c'est quand même, il y a une certaine distance. C'est une coin entre Frère André et University. Ben, Les gens qui le prennent avec des bagages pour aller au terminus d'autobus trouvent qu'ils s'arrêtent trop souvent. Alors, il faut trouver un équilibre entre les deux. Puisque quand ça devient une desserte locale, ça règle. Du moins que le chauffeur peut-être puisse annoncer que le prochain arrêt, ce serait. Ibus aussi va nous le dire quel est le prochain arrêt. En fait, il va y avoir une voie d'accord, parfait. qu'on a choisie. Donc, dans l'autobus, ça va vous dire prochain arrêt, Mansfield, René Lévesque. Ah, d'accord. Donc, alors, on pourra planifier. Il faut être patient, ça va s'implanter graduellement en 2015, mais on pourra s'en reparler l'année prochaine à ce temps-ci. Vous allez commencer à voir ça. Bien sûr. Je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Monsieur Marc, moi j'ai Badé, mais c'est Monsieur Marc Badé. Je pensais que c'était Bradley, mais c'est Badé. Bonsoir. Bonsoir. En fait, mes questions font suite à une démarche qu'on a entreprise il y a presque un an. Donc, M. Miellet et M. Schnob sont au courant parce qu'on vous avait mis en copie pour les lettres qu'on a communiquées. Moi, je fais partie d'un comité de citoyens pour le bruit, pour être contre le bruit, pour l'aménagement de notre quartier, de la rue Muir. Donc, mes questions s'adressent concernant... Pour ceux qui veulent... Vous parlez évidemment de l'environnement du garage Tenson. Oui, c'est ça. On a parlé tout à l'heure. Oui, exactement, du garage Tenson. Donc, on avait fait une liste, on a eu des rencontres d'ailleurs au garage même, mais il y a toujours des points en suspens dont on n'a pas de réponse. Alors, hier, on s'est présenté au conseil municipal de Ville-Saint-Laurent, puis là, on nous a dit que ça serait peut-être bien de venir présenter ça aussi à la STM. Donc, juste pour... je peux dire... donc, ça a commencé tout ça avec un bruit de ventilation. Il y a des ventilateurs qui sortent les gaz d'échappement des autobus en réparation. Puis ça a créé beaucoup de bruit à l'extérieur. Donc, les gens ne pouvaient plus dormir. Donc, il y a eu un système acoustique temporaire qui a été installé en bois. Alors, on se demande si c'est permanent. Est-ce qu'il va y avoir une solution finale pour ça? Ensuite, il y a même d'autres bruits qui sont émis par d'autres persiennes à côté de cette persienne-là. Donc, on se demande aussi, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va y avoir une absorption du bruit qui va être mis en place? Et puis, il y avait aussi la question des nocivités des gaz qui sortent de ces ventilateurs-là. On voulait savoir s'il y a un monitoring en place pour contrôler, pour mesurer puis contrôler, avoir de ces gaz de combustion des moteurs. Et puis aussi, c'est ça. Aussi, on avait promis un mur végétalisé sur la façade nord du bâtiment. Je pense que les travaux sont pas mal complétés, mais on ne voit toujours pas le mur végétalisé. Il y a eu de l'aménagement paysager, mais ça s'est arrêté là. Donc ça, c'est une autre question. Et puis, en fait, on est quand même assez déçus de l'aménagement global parce qu'on nous avait promis d'autres choses lorsqu'il y a eu les séances de présentation du projet à Ville-Saint-Laurent. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ce que nous, on pensait, sans penser de tous les inconvénients qui ont eu lieu, la perte de vision des 4 ou 5 bâtiments de condominium qui sont face au garage, qui est à peu près une façade de 125 mètres, je crois. Alors, jusqu'au 4e étage, on ne voit plus la montagne qu'on voyait avant. En tout cas, c'est beaucoup de problèmes qu'on doit vivre avec, là.
Donc, c'est ça mes questions. Est-ce que vous pensez donner suite à toutes les réclamations? Je pense qu'il y avait 16 points dans la lettre qu'on a émise au mois de janvier, je crois. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Il y a déjà plusieurs mesures qui ont été prises, il faut le reconnaître. Il y en a quelques-unes, oui, mais... il y a quand même des gros efforts qui ont été faits pour répondre aux principales préoccupations que vous aviez. Oui. Vous en êtes conscient? Vous avez remarqué quand même une amélioration? Oui, mettons comme la végétation a été faite, presque complétée, je crois, mais comme le mur végétal... C'est aussi, là, je pense que ça a été fait au cours des dernières semaines, c'est correct. au mois d'octobre. Mais le mur végétal, on voit rien encore. Donc, c'était ça mes questions. Est-ce que vous pensez aller de l'avant, compléter puisque je pense tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez eu la certification LEED. Non, on a dit qu'on était toujours en voie de l'obtenir. OK, en voie de l'obtenir, c'est ça. Donc, pour l'obtenir, je pense qu'il y a un volet environnement avec les voisins. Si on nous pose des questions, je ne pense pas que ça va être très positif pour la certification. Bien, écoutez, nous, on poursuit nos démarches pour obtenir la certification. Là, puis je crois qu'on est très fiers quand même de la construction et du caractère durable de ce qu'on y a construit. Pour le reste, vous avez soulevé plusieurs questions depuis un an. Oui. On y a répondu régulièrement. Monsieur Pierre Dauphinet, qui est un des grands responsables de ce dossier-là, sinon le grand responsable, va peut-être répondre à quelques-unes de vos observations, Monsieur Dauphinet. Ça fonctionne, non? Je pense que non. Je peux au moins vous répondre à deux de vos préoccupations spécifiques que vous venez de dire. Premièrement, pour ce qui est de l'aménagement, pour le bruit, on a admis qu'il y avait au tout début un bruit spécifique. Oui. Donc, on a agi rapidement, on a mis quelque chose de temporaire. La fabrication permanente va arriver d'ici avant la fin de l'année. Ça va être installé très bientôt. Je sais que les éléments sont fabriqués et donc ça va être mis en place. Ça, c'est de un. Les aménagements paysagers, ça a pris du temps, on en convient. L'entrepreneur général a eu un sous-traitant qui a fait faillite. Donc, une fois qu'on rentre avec la caution et les compagnies d'assurance, c'est un peu plus long. Vous avez vu, on complète pour ce qui est de ça. Et le mur végétalisé, la problématique, c'est que c'est des lierres qu'on va faire grimper. Ils ne sont pas grosses encore, mais déjà l'année prochaine, ils vont prendre beaucoup d'emphase sur le mur. On les a plantés. Et c'est quelque chose qui va monter assez rapidement. C'était la couleur blanche que vous vouliez faire disparaître. Donc ça, oui, on s'est engagé à le faire. Ça va être fait. Mais ça va prendre un petit peu de temps. C'est la végétation. Donc, c'est pour ces deux éléments-là. Tant que la qualité de l'air, oui, on a un monitoring. On a un groupe d'ingénierie qui suit dans tous nos centres de transport. On sait qu'on respecte toutes les émissions. Et d'ailleurs, ce que je vous dirais, c'est qu'on ne les fait pas fonctionner très souvent. Et c'est les mêmes émanations que tous les véhicules qui passent dans la rue. Donc, il y en a beaucoup plus dans la rue qui passent autour de nous que qu'est-ce qu'on peut avoir dans le garage. Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'on peut avoir dans la circulation. Il y a quand même une concentration dans le garage. Non, mais on fait l'entretien d'un ou deux véhicules à la fois pour faire partir ça. Donc, les véhicules à l'intérieur qui sont en entretien, on les fait fonctionner un petit bout de temps juste pour vérifier, mais vous n'en avez pas plus que le boulevard métropolitain qui est à côté ou dans les rues environnantes. C'est les mêmes émanations. Puis de toute façon, c'est certain, je vous garantis, on est vérifié, puis on a un programme d'inspection, ça respecte toutes les normes qui sont demandées. Est-ce qu'on peut avoir accès aux résultats, aux lectures? Ça, là, pour celui-là, il n'est sûrement pas fait encore parce qu'on vient juste de le mettre en place, mais on a des programmes avec Santé et Sécurité chez nous et on sait qu'on respecte toutes les normes environnementales. OK. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, on a constaté une source de bruit supplémentaire. Ça, je ne suis pas au courant s'il y a un bruit supplémentaire ou quoi que ce soit. On peut toujours vérifier un cas particulier. Tant qu'à nous, vous savez, on a fait des démarches. L'arrondissement a fait des démarches avec un consultant privé qui ont tout monitoré, tout l'ensemble de nos activités et ça restait à l'intérieur des normes. Si vous nous dites que dernièrement, il y a un nouveau bruit, oui, on est capable d'aller quand même voir s'il y a un bruit spécifique à un endroit. Okay. Est-ce que vous avez noté si c'est un moment particulier? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est... Je pense que c'est pas continu, je crois. C'est pas continu? Ouais. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile des fois de le vérifier. Alors, merci. Merci aussi, M. Dauphinet. Bonsoir. Merci. M. Julien Pelletier, maintenant.
Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir, bonsoir, Monsieur le Président, ainsi que tous vos collègues du Conseil d'administration. Moi, mon problème, je suis non-voyant depuis toujours, en fait toujours, depuis que j'existe, je veux dire. Quand on parle de toujours, en passant, quelqu'un a déjà dit que l'éternité, c'est très, très, très long, surtout vers la fin. On pourrait dire ça à M. Bauer, qui oui. demande de prendre des engagements pour l'éternité. Alors, Monsieur le Président, moi, je vous dis que je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai pas un grand problème à parler. Je suis obligé de parler de moi. Puis quand on parle de soi, on ennuie absolument tout le monde. Alors, excusez-moi de le faire ça. Mon problème peut paraître un léger désagrément. Mais pour moi, c'est un problème beaucoup plus important que ça. C'est que je suis assis dans la voiture de taxi à l'arrière. Les fenêtres avant sont ouvertes, toutes ouvertes. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'air, quand une voiture est en marche, généralement vers l'avant, l'air vient vers l'arrière, mais me vient dans la figure. Là, ça me cause l'assèchement des yeux. J'ai mal aux yeux pendant quelques heures à chaque fois que je prends le transport adapté. Et en plus, ben, j'éternue puis je commence le nez coule. Alors, ça a l'air anodin. Ça a l'air banal. Mais faites ça 2 fois par jour. Moi, je le prends presque 5 fois par semaine. Je trouve que ça devient un problème. Ouais, c'est pas du tout banal. Hein. Quand on est en voiture, des fois, même le chauffeur demande si ça vous dérange en arrière, la fenêtre est ouverte. Alors, vous prenez c'est surtout le taxi que je comprends bien. Oui, absolument, oui. Évidemment, ça pourrait être remédié. Et la solution serait très simple. Que les chauffeurs utiliseraient le climatiseur. Mais par contre, moi, j'ai rencontré un gars que je connais depuis 30 ans, là, que j'ai pris quand je travaillais. On se connaît, on s'est parlé tellement souvent. Et il me dit, écoute, moi, j'utilise le climatiseur tout le temps. Parce que je lui ai demandé comment ça se fait que vous l'utilisez, vous, puis que les autres, non. Mais je vais te dire. Il dit, c'est parce que, d'abord, c'est plus respectueux pour les clients, ou en fait les usagers. Ils sont plus confortables, puis moi aussi. Puis, écoutez bien, Monsieur le Président, et ceux qui veulent bien m'écouter aussi, du conseil d'administration, lui, il a calculé que sur une période de 12 heures, que sa voiture fonctionne. 12 heures, ça lui coûte 3 $. Est-ce que ça vaut le coup, d'après vous? Ça vaut le coup que les gens soient... Parce qu'oubliez pas que beaucoup de monde sont incommodés par ça, mais vous savez, au transport adapté, c'est pas tout le monde qui est capable de venir ici. Prenez comme moi, je viens ici, je suis timide, je suis gêné, là. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que je fais souvent, là. Mais en fait, je l'ai fait quand même. Mais je comprends que si vous vous déplacez pour venir nous en parler, c'est que c'est un problème que vous considérez assez sérieux pour le faire. Bien, c'est exact, M. le Président. Je vais demander à M. Mario Gagnon, qui est le responsable du transport adapté, de nous expliquer à tout le monde et à vous aussi, c'est quoi la politique? Qu'est-ce qu'on doit faire quand ça se produit, M. Gagnon? Oui, bonjour, M. Pelletier, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Bonjour, monsieur. Et je suis d'accord avec M. Schnob, c'est préoccupant et non, ce n'est pas anodin, au contraire. Merci beaucoup, Neil, de le partager. Effectivement, dans la formation des chauffeurs taxi et de minibus, le chauffeur doit s'assurer du confort du client et c'est une des consignes très importantes, que ce soit un taxi ou un minibus. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est de parler de votre inconfort avec le chauffeur et je suis certain que dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, il va s'accommoder pour s'assurer que vous soyez confortable. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à communiquer avec nous et nous, on va rencontrer le chauffeur en question. Bien, écoutez, monsieur, j'ai communiqué souvent avec le service en clientèle. On m'a dit quelque chose comme ceci. Ici, monsieur, on ne fait pas de plainte. On fait des commentaires. Bien, je vais vous faire un commentaire qui va prendre la forme d'une plainte. Bien, ils ont dit, faites ce que vous voulez. D'autres m'ont dit, écoutez, le chauffeur doit penser à son confort, à son bien-être, c'est sa voiture, c'est sa job. Oui, mais c'est dit, est-ce qu'il ne doit pas juste faire plus que nous rendre où on doit aller? Est-ce qu'il ne doit pas aussi nous assurer d'un certain confort? Je ne demande pas une Lamborghini, là. Ah, on se comprend. Je demande juste un confort minimal.
Écoutez, je suis étonné qu'on vous ait répondu ça. Ben, mais, oui, et parce les que- chauffeurs, savez-vous ce que les chauffeurs me disent? Ils me disent, ben écoutez, on a chaud, nous autres. On a trop chaud, fait que on ouvre les fenêtres. Écoutez, M. Gagnon, vous pouvez peut-être réitérer. Première des choses, je suis déçu que vous ayez entendu de tels propos parce que mon bureau est à côté du service à la clientèle. Je les entends tous les jours et je n'ai jamais entendu de tels propos. J'en suis fort désolé. Mais monsieur, vous ne s'est pas enregistré, vous pouvez vérifier les Ben, c'est enregistrements. ce que j'allais dire. Quand on dit que la conversation est enregistrée, c'est pas simplement pour la personne qui appelle, ça peut être aussi pour la personne qui répond. Mais bon, je comprends, monsieur, on comprend votre préoccupation, on va en tenir compte. On vous invite évidemment, si ça se produit, à le mentionner au chauffeur, mais si je comprends que dans certains cas, vous êtes timide, vous n'avez peut-être pas envie vous-même de vous mettre à... Mais j'ai comme abandonné un peu depuis quelques semaines. Écoutez, à force d'appeler le service à la clientèle, d'en parler au chauffeur, savez-vous ce que je suis obligé de faire? Voici. Vous mettez votre manteau sur votre tête. Mais écoutez, vous ne Je suis devriez obligé pas de avoir à monsieur. faire ça. Je suis obligé de faire ça. D'accord. Puis j'aime pas ça. Imaginez quand il fait 30 degrés l'été, là, puis que je suis obligé de faire ça, puis j'étouffe en dessous du manteau, mais j'ai le choix d'étouffer, puis... On a compris et on va évidemment être sensible à ça. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci d'avoir compris, M. le Président. Bonne soirée. M. Félix Gravel, maintenant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir aux membres du CA de la STM. Félix Gravel, responsable des campagnes de transport GES, aménagement urbain. Et je représente au Conseil régional de l'environnement, je représente ce soir l'Alliance Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec. Inutile de dire qu'on est préoccupé par les nombreuses coupures, révisions à la baisse du plan stratégique de la STM. Notre question va par rapport au PAGAST, qui est le programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services en transport en commun, des fois appelé PASTEC. Dans le fond, ce programme prévoit que lorsque la municipalité, les municipalités, parce que c'est l'agglomération qui finance ici, donne une pièce, en contrepartie, le gouvernement provincial donne lui-même $1. Ma question est combien d'argent retourne à Québec, étant donné qu'on a revu nos cibles à la baisse à Montréal? En 2014, alors, combien? 8 millions cette année. 8 millions cette année. À mesure où il y a eu des modifications dans une optimisation du service. Et je veux vous amener là-dessus, dans certains cas, cette optimisation-là a pris la forme de remplacer, par exemple, un autobus de 12 mètres par un 18 mètres, c'est-à-dire que le service est offert quand même, mais sous prétexte qu'on déplace, on fait moins de kilométrage, évidemment, ça fait partie des sommes qu'on doit rembourser parce qu'on a amélioré notre performance, si vous voulez. Alors, c'est une des préoccupations qu'on a soulevées aussi auprès du ministère des Transports, en disant une société de transport qui réussit à être plus performante et pénalisée parce qu'elle doit rembourser des sommes au gouvernement. Donc, on a fait passer ce message-là également pour qu'on puisse trouver une manière aussi de ne pas pénaliser, si ça se trouve même de récompenser les sociétés de transport qui performent mieux en faisant une meilleure utilisation des fonds qui sont disponibles. Merci pour votre réponse. Brièvement pour réagir, je comprends qu'il y a une optimisation, mais il y a une part quand même qui est une perte nette pour les Montréalais en argent qui était disponible, qui est rendu à Québec. Mais c'est le message qu'on transmet, c'est de dire on a performé mieux. D'ailleurs, en 2014, on va avoir transporté malgré tout davantage de clients qu'en 2013, toujours, et en partie avec le réseau bus. Donc, il y a quand même plus de gens qui ont pris les services. Puis, paradoxalement, on doit rembourser des sommes. En fait, c'est plus technique. Là, on ne recevra pas des sommes parce qu'on a été performant. Donc, c'est un message qu'on a transmis au gouvernement. Puis, on espère avoir été bien entendu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Craig Sauvé. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, content de vous voir. Je suis allé sur le site de la STM avant la rencontre pour voir si les sommes additionnelles seraient disponibles avant la rencontre. Donc, j'avais hâte de voir les bonnes nouvelles. Et je me demandais si vous avez considéré ça en conseil ou si vous avez parlé, étudié le dossier un petit peu plus. Vous savez, quand j'ai regardé le site web de la STM aujourd'hui pour voir si c'était le cas,
J'ai noté que la rubrique sur laquelle ça tombe, les heures de jour, c'est participer aux travaux de la STM, du conseil d'administration. Donc, le mot participer, ça me parle beaucoup parce que si on veut participer, il faut qu'il y ait un échange plus avec les dossiers qui sont au jour. Donc, si on n'a pas d'informations sur les dossiers au jour, on ne peut pas vraiment participer. Donc, je me demandais si vous avez considéré la possibilité de mettre en ligne ces sommes additionnelles 48 heures avant une SCA ou quelque chose de même. On a eu une présentation cet après-midi au conseil d'administration, à la réunion préparatoire, et on a conclu de transmettre tout ça au comité gouvernance et éthique et développement durable pour faire une étude plus approfondie, examiner quels seraient les impacts, parce qu'évidemment, si on fait ça, il faut s'assurer que ça n'a pas d'impact négatif. Je comprends que de votre point de vue, vous dites qu'il n'y en a pas, mais notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'il n'y en aura pas et de voir comment ça fonctionne à la ville, au comité exécutif, à l'agglomération, dans chacun des arrondissements, pour voir comment, si ça peut causer des problèmes, comment on a réussi à atteindre cet objectif-là de transparence sans créer de préjudice à l'entreprise. Donc, on va regarder tout ça. Je ne vous promets pas de réponse au cours des prochaines semaines. Là. Le comité, je ne sais pas, le comité gouvernance et éthique se réunit, je me souviens plus, au mois de novembre, mais même là, le comité va examiner, puis après ça, pourra faire une recommandation au conseil d'administration. Donc, c'est un processus qui est en cours. On examine la possibilité mais on veut s'assurer que ça ne crée pas de préjudice. OK, ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça fonctionne. Je ne garantis pas que l'issue vous satisfera, mais je vous dis qu'on est en train de venir sinon, parce que je pense que c'est important. C'est la bonne gestion. Même si ça vous satisfait, vous allez revenir pour nous parler de choses. Si ça vient, je vais vous féliciter publiquement avec grand plaisir. Et pour vous mettre à l'aise un petit peu, on sait que ça se fait à la ville, comité exécutif. On est conscient de tout ça, mais tout à fait. Sud-Ouest, là, on passe tellement de dossiers sensibles. Vraiment, on passe beaucoup de dossiers en urbanisme pour des nouvelles développements et autres choses. Ce qu'on a demandé, c'est d'aller vérifier justement dans les arrondissements qui le font pour voir comment ça se déroule, pour avoir vraiment un portrait clair. On en a parlé à Mme Plourde aussi, qui fait dans le plateau Mont-Royal. Donc, on ne veut pas prendre une décision aveuglément. On veut la prendre en toute connaissance de cause. Donc, soyez assurés que quand on prendra une décision, on pourra vous expliquer pourquoi on prend cette décision-là. Mais que pour l'instant, il n'y a pas de préjugés, là, favorables ou non. Là, on est très ouvert. Moi, personnellement, je suis très ouvert à examiner tout ça, mais je ne veux pas qu'on mette la société dans une situation problématique en le faisant. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur Normand Parisien. Alors, bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir. Les membres du Conseil. Question, évidemment, au nom de l'Association Transport 2000 Québec, qui n'a pas de parti pris autre que le parti pris de l'usager. Alors, voilà, pour l'année 2015, Monsieur le Président, étant donné que vous avez été nommé par l'administration municipale et que vous êtes officiellement représentant de l'usager au conseil d'administration, alors vous devriez pouvoir faire en sorte que pour 2015, dans l'élaboration de ce budget qui va être livré incessamment, j'imagine, vous allez pouvoir mettre la pédale douce dans les hausses de tarifs qui ont été administrées ces dernières années et qui ont dépassé le plus souvent l'inflation, parce que notre position est de maintenir les hausses de tarifs, évidemment, pas plus élevées que l'indice des prix à la consommation, ce qui est tout à fait raisonnable pour les consommateurs, et aussi de pouvoir maintenir le cap en termes d'offres de services et de ne pas aller vers des réductions de services. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de maintenir ces paramètres pour l'année 2015? On est en train d'examiner toutes les hypothèses pour le budget 2015 et on fera connaître tout ça au cours des prochaines semaines. Évidemment, l'objectif de maintenir des tarifs raisonnables existe depuis toujours. Il sera toujours présent. Et l'objectif de maintenir des services, de bons services existe toujours. Et puis, on travaille là-dessus pour s'assurer qu'en 2015, on offre encore un service dont on sera très satisfait. Alors, on a eu l'occasion de faire des représentations dans ce sens, évidemment, auprès du responsable des transports au comité exécutif de la Ville de Montréal en tout début octobre. Alors, on souhaite passer le message aux deux niveaux, bien sûr. Et une question complémentaire, Monsieur le Président, il s'agit
de ce renouvellement ou non des voitures de métro de la série MR73. Alors, on a pris acte de la décision de la STM de repousser la durée de vie de cette génération, la deuxième génération des voitures de métro, jusqu'en 2036, même si ça nous laisse un peu perplexes parce que, évidemment, au niveau technologique, on risque d'accuser un retard éventuellement. Et bon, comme vous mentionnez vous-même qu'il y a plusieurs sociétés de transport qui vont dans ce sens-là, pensez-vous que la société de transport sera en mesure éventuellement, si les conditions changent, de pouvoir renouveler ce parc et, bon, évidemment, de pouvoir acquérir un plus grand nombre de voitures aussi lorsque les besoins vont se faire sentir parce que les services sont utilisés au maximum. Ça, on l'a dit dans les projets, dans ce qu'on a annoncé la semaine dernière, on tient compte du besoin qui existera d'ici 2036 d'avoir des voitures supplémentaires, incluant celles qui continueront à rouler. Donc, on a dit que c'était 8 trains, peut-être 11. Ça dépendra des projets de prolongement de la ligne bleue. Mais ça fait partie de l'annonce qui a été faite la semaine dernière, c'est-à-dire que pour 480 millions, si je me souviens bien, on estime qu'on aura besoin de 480 millions d'ici 2036 pour augmenter la flotte d'une centaine de voitures. Donc, ça a été dit. Pour le reste, je pense que si jamais on devait se retrouver d'ici 2036 dans une situation moins favorable que ce qui a été prévu, on pourra faire des ajustements. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il fallait remplacer les MR73, on vous dirait aujourd'hui il faut les remplacer et on irait cogner aux portes des gouvernements pour dire qu'il faut investir 2,5 milliards pour les remplacer. Ce qu'on dit, c'est que d'après l'étude qu'on a faite, d'après la connaissance qu'on en a, d'après ce que nous disent des spécialistes, ceux qui connaissent très bien cette voiture-là, ces voitures-là, on nous dit on est capable de les maintenir et de les rendre fiables, de maintenir leur taux de fiabilité pendant les 20 prochaines années. Alors, on a confiance en ça. Puis, évidemment, si jamais si les résultats devaient être différents d'ici 15 ans, on s'ajustera. Mais on a très confiance dans l'estimation qui a été faite. Alors, vous savez, on a à peu près le même âge, Monsieur le Président. Alors, on ne sera pas à l'article de la mort. Non, on s'en reparlera en 2036. Mais on va être beaucoup plus vieux. Je ne sais pas où on se croisera, mais on se croisera peut-être dans le métro, puis on se croisera dans un MR73, j'espère. Alors, on a eu des assurances de la haute direction quant à la fiabilité de ce matériel. Notre seule crainte, c'est que ça ne tombe pas en désuétude dans l'intervalle de temps d'ici à 2036. Alors, merci de votre attention, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Merci bien. Alors, ça met fin à la période des questions. On va procéder maintenant à l'examen des dossiers à l'ordre du jour. Je le précise encore une fois parce que les gens qui nous regardent peuvent trouver qu'on fait ça rapidement, mais on a quand même passé plusieurs heures cet après-midi à examiner chacun des dossiers un par un. Alors, même si on adopte ça un peu rapidement, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas examinés qu'on n'a pas posé de questions. Donc, j'appelle maintenant l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 13.1 et 14.8. Je propose. J'appuie. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 1er et 2 octobre 2014. Je les propose. J'appuie. Alors, l'article 2 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 3. 3.1. Adjuger des contrats à Prévost, North American Transit et CBM NA pour la fourniture de vitres et de pare-brise pour autobus urbains. 3.2. Exercer l'option de renouvellement des contrats adjugés à divers fournisseurs dont la liste se retrouvera demain sur notre site web pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage et d'entretien. 3.3. Adjuger un contrat à l'entreprise d'électricité du centre-ville pour la fourniture de pièces de rechange pour radio de communication de marque Harris. 3.4. Adjuger des contrats à Prévost, Cummins Est du Canada, CBM NA et Neopart Canada pour la fourniture de filtres pour autobus urbains. Je propose. J'appuie. Les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 4, de 4.1 à 4.5. 4.1. Prolonger le contrat de service à Bell Canada pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée
pour le centre de contact client et la réponse vocale interactive. 4.2, exercer l'option de renouvellement du contrat à les services de gestion Quantum pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires. 4.3, exercer l'option de renouvellement du contrat à Phipps Dixon Integria pour l'impression de planibus. 4.4, exercer l'option de renouvellement du contrat de service à distribution Chanora Dussault pour la distribution des planibus. 4.5, adjuger un contrat de service à gestion thermico pour la prise de photographie et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit. Et je les appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 4.6. 4.6, augmenter l'enveloppe de réserve pour contingence du contrat à Télécom pour l'aménagement des centres de transport pour la couverture radio du projet IBUS. Je l'appuie. L'article 4.6 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 5. 5.1, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel à SPB Psychologie organisationnelle pour l'évaluation du potentiel. Je propose. L'article 5.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1, adjuger un contrat à Doco électrique pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique. L'article 6.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1, adjuger un contrat à Les Services électriques Blanchette pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle d'accès aux loges des stations du métro. 8.2, adjuger un contrat à Géroplex pour les travaux de démantèlement des postes de ventilation mécanique Ancien Clark, Soriol et Saint-Zotique. 8.3, exercer l'option de renouvellement du contrat des services professionnels à Dessau pour le bureau de projet équipement fixe métro. Je les propose. Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 9. 9.1, adjuger un contrat à Célèbre Construction pour la réfection de l'édicule nord, des murs tympans et des travaux connexes à la station Laurier. Je propose. J'appuie. L'article 9.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1, instituer le régime d'emprunt 2015 permettant à la société d'emprunter à long terme dans le cadre des projets financés par règlement d'emprunt. Je propose. J'appuie. L'article 10.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 11. 11.1, modifier le parcours de la ligne d'autobus 22 Notre-Dame-Est et Ouest. 11.2, mettre en place de nouveaux services de taxi collectifs aux gares Anjou et Rivière-des-Prairies dans le cadre de la mise en service du train Mascouche. Je les appuie. Les articles 11.1 et 11.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1, autoriser une entente avec les AOT partenaires Opus et Communauto pour l'utilisation de la carte Opus comme identifiant sur les véhicules de Communauto. 12.2, approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir avec le gouvernement du Québec concernant le programme Rénostation phase 2. 12.3, approuver l'entente avec l'Agence métropolitaine de transport pour la construction d'un sentier piétonnier à l'ouest de la station Vendôme. Je les propose. Appuyé. Les articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.5. 14.1, autoriser la mise au rencard de minibus du transport adapté. 14.2, autoriser la création d'un titre spécial Marathon 2015. 14.3, approuver le remplacement d'un membre nommé par la société pour siéger au comité du régime de retraite de la STM, syndicat du transport de Montréal, CSN. 14.4, approuver le remplacement d'un administrateur du régime de retraite des employés désignés de la STM. 14.5, approuver le remplacement d'un administrateur du programme d'allocation après retraite. Je les propose. Et je les appuie. Les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 sont adoptés. J'appelle les articles de 14.6, 14.7, 14.9. L'article 14.8 étant retiré. 14.6, adopter la politique corporative sur la gestion intégrée des risques. 14.7, autoriser la disposition de carcasses d'autobus à plancher surbaissé.
14.9, approuver la nomination d'un membre externe occasionnel au comité gouvernance, éthique et développement durable. Je les propose. Je les appuie. Les articles 14.6, 14.7 et 14.9 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 5 novembre 2014. Merci. À la prochaine.